Salut mes amis, c'est Pavel et le projet MyEarnYourCash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Le dimanche, comme tous les dimanches, malgré les vacances, malgré le beau temps, nous continuons de parler de la bourse et de l'économie, comme d'habitude sur la chaîne MyEarnYourCash. Mes amis, cette fois je n'ai pas oublié, n'oubliez pas un like s'il vous plaît, pour moi c'est vraiment méga important pour soutenir la chaîne gratuite, pour me soutenir dans cette démarche de vous fournir l'information pertinente, en tout cas j'espère pertinente sur les marchés financiers. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît faire ce clic qui ne vous coûte rien et pour moi vraiment ça m'aide énormément. Pour cette vidéo, nous allons très rapidement parler de la statistique qui a été publiée le vendredi sur le chômage américain et comment ça affecte la politique de la Fed. Nous allons parler de la dégradation de la dette américaine par l'agence Fitch, mais le sujet principal de cette vidéo sera la sélection d'actions que je vais vous présenter, les actions que je trouve intéressantes malgré les niveaux quand même relativement élevés des indices globaux mondiaux. Ça sera les trois sujets principaux de cette vidéo. Je vous rappelle que pour ceux qui sont abonnés à MyEarnYourCash Premium, il y aura une deuxième vidéo tout à l'heure sur le patrimoine où je vais vous présenter les actions que moi je vais acheter la semaine prochaine. C'est vrai, et oui, malgré les indices au plus haut, je fais quand même quelques acquisitions en ce moment. Parce que pour moi, nous avons les marchés à deux vitesses. Les indices globaux sont largement dominés par les GAFAM, mais dans les autres secteurs, il y a eu des véritables corrections, parfois les chutes, et ça ouvre des opportunités. Donc, pour mes abonnés, je vais présenter les actions que moi je vais rajouter dans mon portefeuille la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas à vous inscrire à MyEarnYourCash Premium si ça vous intéresse, et on se reverra encore la deuxième fois pour ce dimanche. Voilà, nous allons commencer tout de suite par la Fed. Je vais faire très court aujourd'hui parce que j'imagine que vous connaissez déjà mon avis. Ça fait 6 mois que j'en parle. Ça fait 6 mois que je n'étais pas d'accord avec les marchés financiers, avec ce fameux monsieur marché, comme l'appelle Benjamin Graham, le professeur de Warren Buffett. Je disais depuis le début de l'année que il n'y aura pas de pivot. Je pense que la Réserve fédérale aura du mal de battre l'inflation et elle ne pourra pas baisser les taux cette année. Voire ne pourra même pas faire ce qu'on appelle le Fed pause. Donc cela veut dire quand la Fed arrête de monter les taux et elle se retrouve en gros dans la situation d'attente pour regarder quel effet ça donne sur l'économie. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas d'accord avec les marchés financiers et le consensus dominant qui était largement en faveur de l'arrêt très rapide des hausses de taux et la baisse des taux à partir de septembre, qui est déjà le mois prochain. Normalement, on devait en avoir les baisses des taux. Donc voilà, c'est vrai que ce consensus dominant, il était aussi naïf pendant pratiquement toute la première partie de l'année 2023. Il y a 3 semaines, il a réalisé définitivement qu'il n'y aura pas de pivot cette année. Et maintenant, il y a des nouvelles variables qui rentrent en jeu et que nous devons évaluer par rapport aux statistiques économiques qui ont été publiées. Donc le vendredi, c'était super important, c'est vrai, la statistique, j'ai largement communiqué sur Telegram. Je vous rappelle que sur Telegram, je publie en ce moment beaucoup d'infos, et notamment par rapport aux statistiques qui sont publiées. Donc le chômage américain, le ressorti très proche aux attentes des analystes. Par contre, la publication de salaires horaires aux États-Unis, parce que là-bas les salaires sont calculés en taux horaire, il était très important, parce que c'est vrai, plus les salaires montent, plus on aura de pouvoir d'achat, plus on aura de l'inflation. Et ce paramètre, par contre, les ressortis ont entre guillemets mieux que prévu, donc cela veut dire qu'ils ont monté plus qu'attendu. Cela veut dire qu'on peut s'attendre à encore plus de l'inflation. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est face au risque très important que l'inflation reparte aux États-Unis, tandis que les États-Unis, la Fed a déjà monté les taux au plus haut qu'elle puisse monter compte tenu des endettements des entreprises, compte tenu des endettements des États et en gros l'équilibre du système financier américain. Donc je pense qu'ils ne vont plus pouvoir monter les taux. Et cette fois, je suis d'accord avec le consensus dominant. Je pense que pour cette année, il y aura maximum encore une hausse des taux et après ça sera fini, ça sera Fed pause, tout simplement parce que de point de vue technique, de point de vue équilibre économique, ça sera trop risqué de monter les taux encore plus haut, sachant qu'il est évident, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, ce type de l'inflation, il ne peut pas être géré par la hausse de taux seul. Donc il faut d'autres mesures pour lutter contre l'inflation de ce type. Je vous ai déjà parlé quand cette inflation venait juste de se déclencher que chaque inflation, il y a sa propre structure. Donc cette structure de l'inflation, elle a pris sa source, elle a commencé après le Covid pendant une période de forte pénurie. Donc ça veut dire que c'est les acheminements de la marchandise dans le monde entier qui a été endommagé par le Covid. On a mis le temps pour le remettre en route.
et du coup l'inflation elle a repris. Après c'était assez compliqué de l'arrêter, sachant qu'après la réouverture il y a eu beaucoup de besoins de main d'œuvre, donc du coup les salaires montaient et ça a encore stimulé davantage l'inflation. Donc je pense que juste la hausse des taux ne sera pas suffisante pour lutter contre ce type de l'inflation. Et jusqu'à aujourd'hui, les faits me donnent raison parce que effectivement malgré les hausses de taux de la Fed, l'inflation ne ralentit pas aux États-Unis. En Europe, c'est toute une autre histoire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez, si vous me mettez des likes et si vous me demandez dans les commentaires, je serai ravi d'en parler un petit peu plus en détail la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo de café du dimanche. Maintenant, je vais parler de Fitch. Ça, c'était vraiment le paradis de tous les complotistes, de tous les commentateurs qui nous promettent la fin de dollar, le défaut des États-Unis depuis 20 ans. Donc ça, c'était vraiment, je pense que la journée quand ils se sont tous bien réjouis de cette actualité, c'est vrai que c'était la deuxième agence sur 3, parce qu'il y a 3 agences qui dominent ce marché de notation de la dette, qui a abaissé enfin la note des États-Unis. Je pense que ça aura très peu d'impact sur les marchés financiers. Donc, j'en ai parlé également sur mon Telegram, que je vous invite à rejoindre, que pour moi, vraiment, l'effet sur les marchés financiers directs ne sera pas énorme. Déjà, S&P 500 en 2015, elle a déjà abaissé la note des États-Unis. Ça faisait peur à l'époque. Mais finalement, on a vu tous que les marchés ont repris très vite. Et il y a eu une vague de panique au début de cette annonce parce que c'est vraiment personne ne s'imaginait que les États-Unis perdent un jour le AAA. Mais c'est vrai que les fonds qui investissent dans les actifs qui sont notés AAA, ce sont des fonds qui investissent principalement dans les dettes des grands États. Ils acceptent également des dettes avec une note légèrement inférieure, donc avec AA+, largement, voire AA-. Généralement, ce sont des fonds qui investissent dans toute la catégorie A des notations. Juste pour vous donner un petit peu de l'information, qu'est-ce que c'est les agences de notation, parce que bon après je ne sais pas qui est en face de moi, peut-être que vous n'êtes pas forcément au courant. Donc comment évaluer la note de l'entreprise, la signature de l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise fiable pour lui donner de l'argent ou pas? Donc on peut faire tout un tas d'analyses, analyses parfois compliquées, mais par exemple un investisseur lambda, donc je sais pas, vous ou moi, on n'a pas forcément toutes les billes pour aller dans le fond des choses, pour comprendre vraiment comment cette entreprise fonctionne. Il a été créé 3 agences principales pour faire ce travail pour nous, pour finalement nous donner une note. Donc une note c'est AAA, donc c'est la meilleure note au monde. Après il y a la catégorie B, elle est la catégorie C. Après il y a AA+, AA-, donc il y a toute l'échelle des notes qu'on puisse avoir selon la qualité de la dette. Parfois la dette, quand elle commence à se dégrader en qualité, elle rentre dans le territoire non investissement, donc du coup ça devient un actif spéculatif. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet si vous voulez plus de détails ou me dire dans les commentaires pour que j'en parle plus dans la prochaine vidéo. Je maîtrise assez bien ce sujet. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Et donc, du coup, cette notation, elle est très importante pour les investisseurs pour évaluer justement la probabilité de la faillite de cet émetteur de la dette. C'est très souvent évoqué dans le cadre de marchés obligataires quand on achète telle ou telle obligation. On parle souvent d'une obligation, d'une catégorie A, ou bien de l'obligation des catégories inférieures et parfois des obligations, ce qu'on appelle high yield, ça veut dire à fort risque de défaut. Voilà, grosso modo, il y a 3 agences qui dominent ce marché. Et leur avis, il est très très important parce qu'il affecte aussi les choix de tout un tas de gérants, tout un tas d'ETF, tout un tas de fonds mutuels qu'on puisse trouver sur notre planète financière tellement riche en produits actuellement en l'année 2023. Donc il n'y a pas d'impact direct sur les marchés pour moi parce que de toute manière, que ce soit AAA ou AA+, ça ne change pas grand-chose. Et en plus, on l'a eu déjà dans le passé, on sait comment ça se déroule et on a vu déjà que les marchés ont réagi globalement de manière très calme. Par contre, ça perturbait l'équilibre des bullish run sur les indices et on a vu une certaine correction sur les indices américains, notamment sur les valeurs tech et aussi sur notre fameux CAC 40, ce que je joue avec ma stratégie optionnelle que je présentais dans mon club Option Invest pour justement jouer tous ces mouvements dans un corridor entre 7000 et 7400. Ça, c'est mon corridor parfait. Je trouve que les mouvements de CAC 40 en cette année 2023 sont parfaits pour le trading parce que c'est très facile d'identifier les supports et les résistances. Donc du coup, il est parti de sa résistance vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer après? Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ça reste toujours dans le cadre de ma stratégie que j'ai déjà tradé plusieurs fois cette année. Voilà. À court terme, ce n'est pas important. Par contre, à long terme, c'est autre chose. Parce que le commentaire de Fitch, auquel d'ailleurs on n'a pas fait
assez attention, selon moi, c'est quand ils ont abaissé la note des États-Unis à cause de leur bataille éternelle politique entre les démocrates et les républicains par rapport au relèvement de plafond. C'était une des raisons principales, peut-être la raison principale de cet abaissement de la note. Et là, je pense effectivement, on rentre un petit peu dans le territoire plus, on va dire, sensible. Parce que depuis un moment, je trouve que les Américains, ils jouent avec le feu. Parce que autant qu'ils profitent de leur dominance de dollar, de leur système Bretton Woods, de ce fait qu'ils peuvent se permettre d'exporter l'inflation, ils peuvent imprimer les dollars sans créer de l'inflation dans leur pays, tout ça, ce sont des avantages qu'aucun autre pays sur la planète n'est pas. Et cet avantage, il faut garder précieusement. Mais j'ai l'impression qu'avec ces jeux politiques, entre les deux partis dominants aux États-Unis, fait que nous commençons effectivement de perdre la confiance. Parce que quand vous prêtez à quelqu'un et à l'intérieur de ce pays se passent des choses pareilles, au moment donné, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour investir, pour conserver son argent en sécurité. Après, il y a eu d'autres situations plutôt politiques, après avec les saisies des actifs en dollars, parce que quand même, je trouve que les États-Unis, aujourd'hui, ils abusent un petit peu avec leur position dominante, en tout cas sur la planète financière, et pas que sur la planète financière. Et donc, ça peut effectivement remettre en cause leur dominance économique dans le monde, quand de plus en plus d'investisseurs vont se poser des questions, au moins pour diversifier, et ils vont se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment croire aux États-Unis dans ce contexte, parce qu'un jour ils ne vont pas trouver un accord, et un jour ils vont faire un défaut sur un stock gigantesque de leur dette. Ça peut arriver, en théorie ça peut arriver, effectivement. Toujours au dernier moment, dernière minute, dernière seconde, ils décrochent l'accord. Mais franchement, quand vous êtes un investisseur, peut-être vous avez avalé ça une fois, peut-être deux, mais la troisième fois, vous allez vous dire, ah, tiens, ça commence vraiment à m'énerver, j'ai pas envie, en investissant dans l'actif qui est, on va dire, supposé d'être l'actif le plus sûr au monde, j'ai pas envie de ne pas dormir les nuits et regarder sur New York Times ou sur Wall Street Journal qu'est-ce qui se passe dans la bataille entre les démocrates et les républicains. Je pense qu'ils devraient faire des conclusions, les Américains, et arrêter en fait au moins ces conneries-là, peut-être encore d'autres, et arrêter de jouer avec le feu. Voilà, je pense que c'est tout ce que je puisse dire par rapport à cela. Ça ne change absolument rien dans ma stratégie. Ça a bougé quand même pas mal les taux. Ah tiens, j'ai dit que ça ne change rien dans ma stratégie. Finalement, ça va peut-être changer. On va en parler avec mes abonnés Mind-Cash Patrimoine tout à l'heure. Parce que ça ouvre quelques opportunités que je trouve assez rares sur les actifs obligataires. Et je pense que ça, c'est principalement dû à cette dégradation de la note. Voilà. Mes amis, maintenant, je vais me permettre de prendre un petit peu mes notes sur l'ordinateur, parce qu'encore une fois, vu que je suis en mode camping et mon bureau n'est toujours pas prêt, oui. Sur mon Instagram, d'ailleurs, je publie parfois les vidéos, comment ça avance. Mais je vous promets qu'après, ça va être mieux, parce que je vais faire des vidéos plus professionnelles, je vais commencer à faire des cours théoriques, etc. Donc, j'ai tout fait pour que ça vous plaise après. On va commencer à regarder les actions. Les actions importantes cette semaine, c'est Amazon, Apple. Bien sûr, toujours les GAFAM, c'est ça qui drive les marchés financiers. Donc Amazon, elle a très bien publié. C'est une des GAFAM que j'ai dans mon portefeuille. Donc du coup, pour moi, c'était une bonne journée. Donc elle a pris plus de 10%. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs étaient frileux à cause de leurs activités cloud. Et finalement, c'était une bonne surprise parce qu'elle a fait mieux que prévu sur ce segment qui était le plus... C'était la vache à lait de Amazon. Il a fait mieux que prévu, donc c'était une très bonne nouvelle. Apple, c'est compliqué. Franchement, ça fait un moment que je parle d'Apple comme d'une société qui, pour moi, un petit peu en décroissance, même s'il montrait quand même la croissance grâce à la hausse des prix ou à cause de la hausse des prix, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, cette entreprise, depuis un certain temps, je sais que le marché ne me donne pas raison, en tout cas pour le moment sur cette entreprise, il rentre un petit peu sur le territoire de manque d'innovation parce que, ok, là il sort des gadgets, parce que moi j'ai un Apple et chaque fois j'ai du mal à me motiver pour la changer parce que finalement le nouveau modèle ça m'apporte pratiquement rien. Après dans l'intelligence artificielle, peut-être ils ont des projets mais on ne sait pas quoi. C'était pareil sur le Metaverse, ils parlaient qu'ils ont un projet mais on ne sait pas trop quoi. Mais il faut quand même
tenir compte de la particularité de communication de cette entreprise que souvent, ils ne communiquent pas sur le produit jusqu'à un moment presque qu'il soit prêt. Donc peut-être on aura des bonnes surprises. En tout cas, Apple, la publication, elle était mal accueillie par le marché, donc il n'a pas chuté, mais il a quand même, il s'est corrigé quand même pas mal. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si les investisseurs réalisent qu'effectivement ce n'est pas forcément une société de croissance, ils vont commencer à alléger cette action dans leur portefeuille, ça va tirer tous les indices vers le bas. Voilà, ça c'est les deux actions, j'ai pas spécialement d'avis, franchement Amazon, même si je l'ai dans mon portefeuille, c'est plus du legacy en fait, c'est parce que je l'ai depuis un moment. C'est pas une action que je trouve la meilleure parmi les GAFAM. J'en ai déjà parlé des GAFAM dans la précédente vidéo, je vous invite de la revoir si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, je serais plus partant pour acheter du Microsoft, du Google, surtout pas de Nvidia. Voilà, donc Meta éventuellement. Donc Meta, bon, Meta c'est un peu un cas particulier, mais j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Voilà. Ensuite, la deuxième société, on a pas mal discuté sur Telegram, c'est Rubis. Pourquoi Rubis? En fait, cette société, bon évidemment, vous connaissez l'entreprise, j'imagine, c'est elle qui propose des infrastructures pour tout ce qui est pétrole, gaz naturel liquéfié, etc. etc. Ils ont aussi des stations, je crois, en Belgique. Corrigez-moi si je me trompe, si vous êtes en Belgique, si vous avez des stations de service Rubis, je crois qu'il y en a. En France, on n'a pas, mais dans les autres pays, ça existe. En gros, c'est une valeur pétrolière, pur pétrole à la ancienne. Ça, c'est très important à comprendre. Et un petit peu de l'histoire de cette entreprise, c'est qu'elle a été créée comme un fonds d'investissement. C'est assez drôle. Et un fonds d'investissement value, en fait, il investissait dans les entreprises sous-cotées pour les revendre assez rapidement plus cher. Donc son PDG, d'après ce que je connais, il est toujours là. C'est toujours le même, visiblement avec le même esprit. Cette entreprise, elle a été impliquée quand même dans quelques histoires un peu sales avec l'État islamique en Turquie, parce qu'ils ont une filiale en Turquie. Ça fait une décote assez significative. Pourquoi je suis frileux? Vous avez déjà peut-être senti que je suis assez frileux par rapport à cette valeur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Rubis, c'est une pure valeur pétrolière. Donc, elle n'a pas ces plusieurs volets comme on a dans Total Energy, où il y a de l'électricité, il y a du GNL énorme, vraiment la grosse branche GNL qu'ils ont vraiment mis à point au bon moment. Et surtout les renewables, les énergies renouvelables. Parce que là, Rubis, dans leur stratégie actuelle, je ne vois rien du tout. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu discrets comme entreprise, parce que leur activité elle est très polluante, c'est vraiment une activité du pétrole à la ancienne. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça, il y a cette décote qu'on peut observer depuis plusieurs années déjà, pour de vrai, sur Rubis, parce que depuis que je me connais, il était toujours entre 25 € et 35 €. C'est pas bien cher, il était toujours sorti dans les screeners value. Et screener dividendes. Aujourd'hui, il est presque à 9% de dividendes. Vous imaginez, c'est quand même énorme. Et le cours, il ne fait pas grand-chose en dehors de des détachements de coupons. Donc quand le coupon est détaché, évidemment, le cours d'action il diminue. Mais j'ai l'impression que tout le monde investit dans cette action pour la refermeture de gap de dividendes. C'est la seule motivation pour investir dans cette valeur. Encore une fois, ça c'est mon hypothèse, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, qu'ils investissent un investissement uniquement pour les dividendes, ça ne price pas du tout son potentiel futur. Je ne sais pas s'il a le potentiel, mais en tout cas, c'est comme un placement, on a récupéré le cash et on est parti. Donc, ce n'est pas spécialement une valeur, contrairement à ce que disent certains sur Telegram. Ah, bon, vous avez peut-être raison, je vous transmets mon avis, en tout cas, je vous répète que je ne suis pas un conseiller d'investissement, je n'ai pas le droit de donner de conseils. Ce que je vous transmets, ça ne concerne uniquement que moi. Vous partez du principe que un gros dividende, société à dividende, voilà, donc bien géré, je ne sais pas. Je pense que justement, son phénomène, c'est que c'est le pétrole à l'ancienne et le marché ne veut pas lui pricer sa croissance. Je ne vois pas pourquoi ça devrait changer. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là où je rejoins les personnes qui sont pro-Rubis, que le cours à 21 €, il est quand même même très intéressant. La semaine prochaine, je vais quand même publier quelques positions sur Rubis dans mon club Option Invest. Je vous rappelle qu'à part le club patrimonial, j'ai également le club Option Invest pour toutes les stratégies principalement spéculatives. Parce que pour les spécus, je pense que Rubis, il est très intéressant. Actuellement, elle est sur un gros support. On peut mettre en place des stratégies optionnelles avec un certain degré de sécurité et essayer de surfer sur cet type d'investissement dans cette valeur et très particulière, valeur très orientée dividende. Il y a un autre point qui me dérange un petit peu quand je regarde le graphique technique. C'est assez évident que cette valeur a du mal à
commencer une phase de hausse du titre en bourse. Pourquoi ça se passe comme ça? Visiblement, à partir d'un certain niveau, les investisseurs vendent ce titre malgré qu'il soit décoté. J'ai un petit peu peur, j'ai pas réussi de trouver l'information par rapport à ce que font les internes, les insider trade. Quand je vois ce type de graphique, parfois il s'agit des problèmes opérationnels qui ne sont pas encore rendus publics. Si les investisseurs ne veulent pas rester longtemps dans cette valeur, peut-être il y a bel et bien une raison et peut-être il y aura une découverte d'une mauvaise surprise qui va lui faire casser ses supports autour de 20 euros, 21 euros, là où se trouve actuellement. Et là, on va glisser encore beaucoup plus bas. On va découvrir une fraude comptable ou quelque chose de ce type. Donc, quelque chose qui peut coûter vraiment très cher aux investisseurs. Et surtout de remettre en cause toute la valorisation que nous pouvons observer aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis réservé par rapport à Rubis, je vais pourtant trader avec des options, parce qu'avec des options, s'il y a une très mauvaise surprise qui tombe, je serai protégé, contrairement aux investissements en direct. Si ça vous intéresse, toutes les infos dans la description, comment rejoindre le club Option Invest. Et avec les options, je peux dormir tranquille et pour moi, c'est très important. Mais pour moi, ne pas confondre l'investir par exemple dans le pétrole via Total Energy et via Rubis. Ce sont deux profils très différents, en tout cas pour moi. Voilà, une deuxième action qui m'intéresse actuellement, c'est Intel. J'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas m'arrêter très longtemps. C'est une des rares semi-conducteurs, en tout cas majors, avec un certain moite, avec une marque, une image très puissante, qui est actuellement proposée sur le marché actuel au prix qu'elle est proposée. Parce que les ratios de Intel aujourd'hui sont bon marché par rapport à ses historiques, parce qu'aujourd'hui, elle est massacrée par les marchés, il faut bien choisir les mots, parce que justement, ils croient qu'ils ont perdu la bataille contre AMD et Nvidia. Contre Nvidia, clairement, oui, mais ce n'est pas exactement le même marché. Contre l'AMD, à court terme, peut-être à moyen terme, oui, à long terme, c'est une grande question. En tout cas, je crois toujours que Intel pourra repartir. Il est déjà reparti. Ils ont changé le PDG. Le PDG fait des réformes. Les réformes apportent ses fruits et on voit le cours décoller. Parce qu'on a vu déjà le cours à 27, 28 $. Là, aujourd'hui, on est à 35. C'est quand même déjà quelque chose de très intéressant. Une autre valeur qui m'intéresse également, j'en ai déjà parlé et sur Telegram et je fais une publication avec l'analyse, c'est Walt Disney. La discussion est longue, il y a eu des enjeux, des différents changements de PDG, il y a un qui est parti, s'est fait remplacer par un autre, maintenant l'autre il est parti et le premier est revenu. Donc il y a quand même une certaine, pas une panique, mais désorganisation dans la gouvernance de l'entreprise. Évidemment ça pèse, mais ce qui est très important par rapport à Walt Disney, qu'il y a du moite. Il a l'avantage concurrentiel qui est assez évident. Cette entreprise, uniquement grâce déjà, je ne dis pas que c'est le seul levier de croissance pour Walt Disney, mais déjà, à moins qu'avec sa marque, elle peut repartir assez facilement, selon moi. Encore une fois, on en a parlé également sur Telegram, je pense qu'on est tous presque d'accord là-dessus. Ensuite, il y a une autre valeur que je n'aimerais pas vous ouvrir parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, en plus éligible au PEA, que je vais garder pour mes abonnés Mind2Cash Premium. J'ai également fait un article parce que c'est vraiment une valeur presque parfaite, c'est rare que je trouve des opportunités comme ça. Donc je gardais le suspense pour tout à l'heure et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne au Premium. Une autre valeur qui a chuté et qui est suivie également dans mes screeners Premium, dans le screener qui s'appelle énergie renouvelable, c'est SolarEdge. SolarEdge, franchement, c'est top des valeurs des énergies renouvelables. Elle était très chère, je le suivais parce que je disais que c'est trop cher, je ne rentre pas. Aujourd'hui, elle reste encore un peu chère, mais c'est une société de croissance de folie. C'est une société qui est connue pour les systèmes de stockage de l'énergie, elle est à fond dans le solaire. Je pense que nul doute que les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Et donc, cette société, elle est au top dedans, dans ce secteur. Et elle fait partie des premières lignes de beaucoup de fonds, des ETF exposés sur les énergies renouvelables. Maintenant, on est tombé sur un support. Regardez le graphique, vous allez voir tout de suite qu'on est à 198 $ quand j'écris cet article. Bon, peut-être ça a changé un petit peu. Et il y a un énorme potentiel pour repartir. Cette société qui est déjà rentable, il y a beaucoup de croissance, ce n'est pas une société de catégorie D où on vend de rêve, mais voilà, mais c'est une entreprise qui est quand même toujours bien valorisée. Donc, à voir SolarEdge.
Ensuite, voilà, et avant-dernière entreprise qui m'intéresse actuellement, c'est Capgemini. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo des SS2I françaises, de le business model qui est quand même assez discutable de ces entreprises, qui sont en réalité les agences d'intérim déguisées, pour moi en tout cas. Moi, j'en ai parlé, j'en ai travaillé beaucoup avec ces entreprises, donc je les connais par cœur. Mais en tout cas, Capgemini, c'est une numéro 1 en Europe, je crois, et au monde même, c'est pas loin. Cette entreprise, elle a pas mal corrigé. Il n'a pas monté tant que ça. C'est une entreprise rentable. C'est une entreprise qui est éligible au POA. Par contre, elle est extrêmement sensible au CAC 40. Donc, il y a une bêta qui est quand même fortement corrélée avec l'indice CAC 40. Si CAC 40 commence à se corriger, je pense que Capgemini fera pareil. Donc ça, à voir. Et le dernier actif que je voudrais parler et discuter avec vous, c'est les obligations américaines, c'est le fameux ETF TLT, où il y a un autre équivalent d'ailleurs que j'ai publié dans mes screeners, mon nouveau screener des ETF que j'ai lancé sur mon site myendurcash.fr. Il y a un ETF qui est coté sur Euronext Paris, que vous pouvez acheter très facilement avec n'importe quel broker, et qui a exactement le même profil de PNL, en fait, qu'il a exactement la même courbe que TLT, qui est tradé aux États-Unis et qui est un ETF de BlackRock. Pourquoi je pense que ça peut quand même être assez intéressant? Parce que TLT, il est descendu très bas. Actuellement, on frôle les niveaux de 95 $ pour un actif à un faible risque. Je vous rappelle que c'est les obligations US, c'est considéré comme l'actif le plus sûr au monde. On a déjà touché un petit peu ce sujet. Eh bien, pourquoi je pense que c'est relativement intéressant s'y intéresser? Il y a plusieurs raisons. Quand vous investissez dans une obligation taux fixe étrangère, la première chose à quoi il faut penser, c'est quoi? Et non, ce n'est pas les taux. Ce n'est pas du tout les taux, malheureusement ou heureusement. C'est surtout le cours de change. Parce que vous allez investir en dollars. Ça, c'est très important à comprendre. Que votre PNL va être en swap entre le cours de change euro-dollar, si vous êtes en euro, bien évidemment, si vous n'êtes pas aux États-Unis, et l'évolution des taux. Parce qu'effectivement, quand les taux montent, les prix des obligations baissent. Donc, il faut surtout ne pas tomber dans ce piège. Donc, parce que si vous pensez que les taux vont monter, il ne faut pas acheter cet ETF. En revanche, si vous pensez que les taux vont baisser, dans ce cas-là, il faut l'acheter cet ETF. Mais ce n'est pas ça qui va faire votre PNL. Votre PNL va être encore plus sensible au mouvement de cours de change. Parce que généralement, sur le marché obligataire, on rentre avec des sommes relativement importantes. Et donc, ça veut dire que le cours de change par 1 euro va peser. Vous pouvez éventuellement gagner sur votre stratégie, sur votre pari sur les taux, mais finalement, si les taux vont baisser ou vont monter, ça va affecter le cours de change de manière opposée. Bon, c'est pas toujours opposé, mais ça peut être de manière opposée. Et donc, du coup, vous allez reperdre tout votre gain sur votre stratégie avec la différentielle de cours de change. N'oubliez pas, quand vous investissez sur le marché obligataire, que le cours de change, c'est un critère majeur. Et j'ai vu parfois les articles passés que Warren Buffett est en train d'acheter les obligations américaines en ce moment. N'oubliez pas que Warren Buffett, il habite aux États-Unis et sa devise de base, c'est $. Il s'en fiche de cours de change entre dollar et dollar, c'est toujours 1. Donc il n'est pas concerné par ça. Nous, en Europe, nous sommes en euro, dans la zone euro. Ou bien si vous êtes en Suisse, vous êtes dans la zone de franc suisse, vous êtes sensible à ces mouvements de cours de change. Donc ça veut dire ça vous concerne. Ce n'est pas le même trade pour vous que pour Warren Buffett. Donc vous devez tenir compte de ce phénomène également. Donc c'est plus risqué pour nous que pour celui qui est basé aux États-Unis, qui va settler, on va dire, son PNL en dollars. Mais pourquoi quand même, si on oublie ce phénomène, cette partie taux de change, si on prend uniquement les taux, je pense effectivement, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début de cette vidéo, c'est qu'il y aura maximum une hausse des taux cette année qui est déjà largement pressée, c'est déjà dans les prix des obligations. Et je ne pense pas qu'il y aura des surprises que la Fed va annoncer encore plus de hausse de taux. Donc c'est-à-dire que les taux ont peut-être atteint le niveau plus haut. Je pense qu'ils peuvent encore monter jusqu'à 3,50. C'est pour ça que je ne me précipite pas d'acheter ces ETF tout de suite. Mais en tout cas, nous sommes proches à quelque chose d'assez fondamental parce que pour aller sur 4%, c'est possible. On a déjà vu des 4% sur la dette américaine, mais ce n'est pas mon scénario de base. Si ça va y aller, ça sera clairement une opportunité, à moins que les conditions globaux, les conditions macro changent de manière très importante. Donc,
il faut quand même comprendre que peut-être ces ETF obligataires aujourd'hui sont au plus bas. Je vous répète encore une fois que quand les taux montent, les obligations, les prix d'obligations baissent. Et quand vous achetez l'ETF, vous allez acheter les obligations en dollars et pas, vous ne pouvez pas acheter en taux. Donc voilà, donc cela veut dire que probablement ces ETF sont très proches à leur support. Et même si je n'utilise pas l'analyse technique pour le marché obligataire, pour une seule simple raison que ça dépend plus des décisions de la Fed que de mouvements de la foule, en fait, si vous voulez, donc de la psychologie des marchés. Donc c'est plus la macro et la réserve fédérale qui impactent ce marché que la psychologie des investisseurs qui font les échanges. Et il y a un gros market maker qui peut changer, si vous voulez, toute l'équation d'un coup. Voilà, c'est un marché qu'il faut suivre. Je suis plus dans cette position-là actuellement, qu'il faut suivre ce marché. N'oubliez pas qu'à un moment donné, ça va représenter une véritable opportunité. Peut-être aujourd'hui, c'est un chouïa tôt. Voilà, c'est ça que je pense. Et surtout, si vous êtes en Europe, n'oubliez pas de suivre le taux de change également. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. Partagez avec moi dans les commentaires vos actions préférées du moment, malgré que les marchés sont au plus haut. Et je dis à tout à l'heure à mes abonnés MyEnurCash Premium pour la vidéo patrimoniale. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et je vais rester disponible sur Telegram et la semaine prochaine, comme d'habitude, pour le café de dimanche. À bientôt, bye bye.